Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? Pas de climatiseur, pas de ventilateur géant, juste des murs, une forme et quelques choix intelligents faits il y a parfois plusieurs siècles. La réponse pourrait vous surprendre et elle pourrait aussi changer la façon dont vous regardez votre propre maison. Pendant longtemps, avant l'invention de la climatisation, les habitants de régions chaudes n'avaient pas d'autre choix que de comprendre la chaleur pour la vaincre. Ils ont développé des méthodes de construction capables de maintenir une fraîcheur intérieure remarquable, même sous un soleil implacable. Ces techniques n'ont pas disparu par manque d'efficacité. Elles ont simplement été oubliées, remplacées par des solutions plus rapides mais aussi plus gourmandes en énergie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ces méthodes fonctionnent réellement, pourquoi elles marchent encore aujourd'hui, et comment certaines d'entre elles peuvent être adaptées à une maison moderne. Vous allez comprendre les principes physiques derrière chaque technique, leurs avantages, mais aussi leurs limites, car aucune solution n'est magique. Restez jusqu'à la fin, car les dernières astuces sont souvent les plus simples à appliquer chez vous, dès cette semaine. Commençons par un principe fondamental, la masse thermique. Un matériau à forte masse thermique, comme la pierre, la terre crue ou le béton épais, absorbe la chaleur lentement pendant la journée et la restitue tout aussi lentement, mais la nuit. Concrètement, cela signifie qu'un mur épais met plusieurs heures à transmettre la chaleur extérieure vers l'intérieur. Le temps que cette chaleur traverse le mur, la température extérieure a déjà chuté. Ce phénomène s'appelle le déphasage thermique. Dans les régions désertiques, certaines jolies maisons traditionnelles utilisent des murs de plus de 50 cm d'épaisseur. Résultat, la chaleur du jour n'atteint l'intérieur que tard dans la soirée, lorsque l'air extérieur est redevenu supportable. L'avantage est clair, un confort naturel sans électricité. La limite aussi, ce système fonctionne surtout dans les climats, avec une forte différence entre le jour et la nuit. Dans un climat tropical humide, où la température reste élevée jour et nuit, la masse thermique perd une grande partie de son efficacité. Deuxième principe essentiel, l'air chaud monte, l'air frais descend. Ce simple phénomène physique a inspiré des systèmes de ventilation naturelle utilisés depuis des siècles. Le principe est appelé effet de cheminée ou tirage thermique. En créant une ouverture basse et une ouverture haute dans un bâtiment, on force l'air chaud à s'échapper par le haut, ce qui aspire naturellement l'air plus frais par le bas. Certaines architectures traditionnelles intègrent des tours de ventilation, de véritables cheminées d'air qui captent le vent en hauteur et le dirigent vers l'intérieur du bâtiment. D'autres utilisent simplement des plafonds hauts, avec des ouvertures en partie supérieure des murs. L'avantage principal est une circulation d'air continue, sans aucun appareil électrique. La limite, ce système dépend de la présence de vent ou d'une différence de température suffisante. Dans une maison hermétique moderne, sans ouvertures adaptées, cet effet est souvent inexistant. Avant même de parler de matériaux, l'orientation d'une maison détermine une grande partie de son comportement thermique. Un bâtiment orienté pour limiter l'exposition directe au soleil sur ses façades les plus larges reçoit naturellement moins de chaleur. Dans l'hémisphère nord, cela signifie souvent limiter les grandes surfaces vitrées exposées au sud et à l'ouest, où le soleil de l'après-midi est le plus intense. Les architectures traditionnelles méditerranéennes ou nord-africaines utilisent souvent des façades presque aveugles côté rue, avec peu d'ouvertures exposées au soleil direct, et concentrent la vie intérieure autour d'un espace ombragé et ventilé. L'avantage est qu'aucune modification structurelle lourde n'est nécessaire si l'orientation est pensée dès la conception. La limite est justement là. Pour une maison déjà construite, on ne peut pas changer son orientation. On peut seulement compenser avec d'autres solutions, comme des protections solaires. Beaucoup de maisons traditionnelles chaudes utilisent une cour intérieure, souvent appelée patio. Cette cour crée une microclimat local à l'intérieur même du bâtiment. Le mécanisme est simple. La cour, généralement ombragée et parfois végétalisée, reste plus fraîche que l'extérieur exposé au soleil. Cet air frais, plus dense, descend et se répand naturellement dans les pièces adjacentes. La chaleur, elle, reste concentrée au-dessus, loin des zones de vie. Certaines cours intègrent aussi un point d'eau, une fontaine, ou un simple bassin qui accentue le refroidissement par évaporation, un principe que nous allons détailler juste après. L'avantage de la cour intérieure est double. Elle apporte de la lumière naturelle tout en produisant de la fraîcheur. La limite est évidente pour les logements urbains actuels, où l'espace disponible ne permet pas toujours d'intégrer une cour de taille suffisante. Voici un principe physique simple mais puissant. Lorsque l'eau s'évapore, elle absorbe de la chaleur de l'air environnant, ce qui fait baisser la température locale. Ce principe a été utilisé de multiples façons à travers l'histoire. Des jarres poreuses remplies d'eau placées près des ouvertures laissèrent l'air chaud entrant se rafraîchir en traversant un tissu humide.
Certaines architectures utilisèrent des bassins peu profonds dans les cours, exposés au vent, pour refroidir l'air avant qu'il ne pénètre dans les pièces. L'avantage principal est une baisse de température réelle et mesurable, sans électricité. La limite majeure concerne l'humidité. Ce système fonctionne très bien dans les climats chauds et secs, mais devient inefficace, voire contre-productif, dans les climats déjà humides, car l'air ne peut plus absorber davantage de vapeur d'eau. Un principe souvent négligé, mais scientifiquement bien établi. Les surfaces claires réfléchissent davantage la lumière solaire, tandis que les surfaces foncées l'absorbent. C'est pour cette raison que de nombreuses maisons traditionnelles dans les régions ensoleillées sont peintes en blanc ou en couleur très claire. La chaleur solaire est en grande partie réfléchie plutôt qu'absorbée par les murs et la toiture. Ce principe est mesurable simplement. Posez votre main sur une surface sombre et une surface claire, toutes deux exposées au soleil pendant la même durée. La différence de température ressentie est immédiate. L'avantage est simple et peu coûteux à appliquer, même sur une construction existante. La limite concerne surtout l'esthétique et les réglementations locales, certaines zones urbaines imposant des couleurs de façade spécifiques. La toiture est la surface la plus exposée au soleil dans une maison. C'est souvent par le toit qu'entre la plus grande partie de la chaleur, surtout dans le climat tropical ou désertique. Une toiture végétalisée, recouverte de terre et de végétation, agit comme une couche isolante supplémentaire. La terre a une forte inertie thermique, semblable à celle des murs épais évoqués plus tôt. La végétation, quant à elle, crée de l'ombre et libère de l'humidité par transpiration, ce qui refroidit encore la surface. Certaines habitations traditionnelles utilisaient aussi de simples couches de chaume ou de paille en toiture, des matériaux qui emprisonnent l'air et ralentissent fortement la transmission de la chaleur. L'avantage est un gain thermique important, particulièrement en été. La limite concerne le poids structurel, l'entretien régulier nécessaire, et l'investissement initial souvent plus élevé qu'une toiture classique. Une erreur fréquente consiste à croire qu'un simple rideau ou volet intérieur suffit à bloquer la chaleur. En réalité, une fois que le rayonnement solaire a traversé une vitre, une grande partie de sa chaleur est déjà piégée à l'intérieur. C'est pourquoi les architectures traditionnelles privilégient les protections solaires extérieures, auvents, treillis en bois, volets pleins ou claustras. Ces éléments bloquent le rayonnement solaire avant même qu'il n'atteigne la fenêtre. Un exemple concret, un auvent bien dimensionné peut bloquer le soleil haut de l'été, tout en laissant passer le soleil bas de l'hiver, apportant chaleur et lumière pendant la saison froide. L'avantage est un contrôle précis de l'apport solaire selon la saison. La limite est qu'une protection mal dimensionnée peut soit laisser passer trop de chaleur en été, soit bloquer une lumière utile en hiver. Un calcul basique de l'angle solaire selon la latitude est donc recommandé avant l'installation. Au-delà de l'effet de cheminée déjà évoqué, il existe un autre principe de ventilation naturelle, la ventilation traversante ou circulation croisée. Elle consiste à placer des ouvertures sur des façades opposées ou perpendiculaires du bâtiment, permettant à l'air de circuler d'un côté à l'autre grâce à la différence de pression créée par le vent. Les architectures traditionnelles disposaient souvent les pièces en enfilade, avec des portes alignées, afin de permettre à l'air de traverser toute la maison sans obstacle. Dans une maison moderne, ce principe reste applicable simplement en ouvrant des fenêtres sur deux façades opposées en même temps, plutôt qu'une seule. La différence de circulation d'air est immédiatement perceptible. L'avantage est une solution gratuite et immédiate. La limite dépend fortement de la disposition intérieure du logement et de la présence de vent extérieur. Les arbres et la végétation autour d'une maison ne sont pas seulement esthétiques. Ils jouent un rôle thermique réel à travers deux mécanismes. Premièrement, l'ombre portée par un arbre bien placé réduit directement le rayonnement solaire reçu par les murs ou la toiture. Deuxièmement, les plantes libèrent de l'humidité par un phénomène appelé évapotranspiration, ce qui rafraîchit légèrement l'air environnant, un principe proche de l'évaporation vue précédemment. Un arbre à feuilles caduques, planté du côté le plus exposé au soleil, offre un avantage supplémentaire. Il apporte de l'ombre en été, mais perd ses feuilles en hiver, laissant alors passer la lumière et la chaleur du soleil lorsque cela devient utile. L'avantage est un rafraîchissement progressif et durable. La limite est le temps nécessaire à la croissance d'un arbre, ainsi que l'espace disponible autour du logement, souvent limité en milieu urbain. Un aspect souvent oublié du confort thermique est la gestion de l'humidité intérieure. Certains matériaux traditionnels, comme la terre crue, la chaux ou le bois, sont dits respirants. Ils absorbent et relâchent naturellement l'humidité de l'air ambiant. Cette régulation a un effet indirect sur la sensation de chaleur. Un air trop humide accentue la sensation d'inconfort thermique, même à température identique, car la transpiration corporelle s'évapore plus difficilement. Les matériaux modernes hermétiques, comme certains plastiques ou peintures étanches, bloquent au contraire cette régulation naturelle.
ce qui peut accentuer la sensation de chaleur et d'inconfort à l'intérieur. L'avantage des matériaux respirants est un confort ressenti supérieur à température égale. La limite concerne leur disponibilité et leur coût, souvent plus élevés que les matériaux industriels standards, ainsi qu'une adaptation nécessaire des techniques de pose. Il est important de comprendre un point essentiel. Aucune de ces techniques, prises isolément, ne suffit à garder une maison réellement fraîche dans des conditions extrêmes. L'efficacité de ces méthodes traditionnelles vient de leur combinaison. Une maison bioclimatique efficace associe généralement une orientation réfléchie, une masse thermique adaptée, une ventilation naturelle fonctionnelle, des protections solaires extérieures et une gestion de l'humidité. C'est cette approche globale, plutôt qu'une solution unique, qui explique pourquoi certaines habitations traditionnelles restent fraîches, même sous une chaleur extrême, alors qu'une seule de ces techniques appliquée seule donnerait un résultat beaucoup plus limité. Voici maintenant des actions concrètes, réalisables, avec des moyens simples, à adapter selon votre climat et votre type de logement. Premièrement, pratiquez la ventilation croisée nocturne. Dans les climats, avec une différence marquée entre le jour et la nuit, ouvrez les fenêtres opposées la nuit pour évacuer la chaleur accumulée, puis fermez fenêtres et volets dès le matin pour conserver la fraîcheur. Deuxièmement, installez des protections solaires extérieures sur les fenêtres les plus exposées, particulièrement celles orientées au sud et à l'ouest. Un simple store extérieur ou des volets pleins peuvent réduire significativement l'apport de chaleur. Troisièmement, si vous devez repeindre une façade extérieure, privilégiez des teintes claires, en respectant bien sûr les règles d'urbanisme de votre commune. Quatrièmement, envisagez de planter un arbre à feuillage caduc du côté le plus ensoleillé de votre maison, si l'espace le permet. Le bénéfice apparaîtra progressivement avec la croissance de l'arbre. Cinquièmement, dans les climats chauds et secs uniquement, un linge humide suspendu devant une fenêtre ouverte peut légèrement rafraîchir l'air entrant grâce au principe d'évaporation. Cette astuce est inutile, voire contre-productive en climat humide. Sixièmement, vérifiez l'isolation de vos combles ou de votre toiture. C'est souvent par là que la chaleur pénètre le plus fortement en été. Une isolation renforcée profite d'ailleurs autant en été qu'en hiver. Rappelez-vous toujours que chaque solution dépend de votre climat local, de l'orientation de votre logement et de sa configuration intérieure. Ce qui fonctionne parfaitement dans un climat désertique peut être totalement inadapté dans un climat tropical humide, et inversement. Nous avons vu comment la masse thermique ralentit la transmission de la chaleur, comment la ventilation naturelle exploite les mouvements physiques de l'air, comment l'orientation et les protections solaires limitent l'apport de chaleur, comment l'évaporation et la végétation rafraîchissent l'air, et comment tous ces principes, combinés intelligemment, permettent à certaines maisons de rester fraîches sans aucune climatisation. Ces techniques ne sont pas des solutions miracles universelles. Elles fonctionnent selon votre climat, la conception de votre logement et la façon dont vous les appliquez. Mais comprendre ces principes physiques vous permet de faire des choix plus intelligents pour votre propre habitat, que ce soit à travers de petits ajustements ou des projets plus ambitieux. N'hésitez pas à expérimenter ces idées chez vous, en toute sécurité, et en les adaptant à votre situation réelle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.